Vous n'avez jamais été totalement immobile au cours de votre vie entière. Alors que vous vous sentez parfaitement statique et en sécurité sur votre chaise, vous traversez l'immensité de l'espace à une vitesse absolument terrifiante. Notre planète tout entière tourne, plonge et dérive dans un océan cosmique impitoyable, sans que votre corps n'en ressente la moindre secousse physique. Cet aveuglement sensoriel de notre système nerveux est une immense bénédiction de la nature. Si nous pouvions réellement percevoir cette course effrénée et violente à travers la galaxie, notre quotidien serait tout simplement insupportable, dominé par un vertige permanent. Heureusement, cette douce illusion de stabilité nous protège du chaos vertigineux de l'univers, nous permettant ainsi de tourner tranquillement notre attention vers les mystères fascinants cachés au-delà de notre atmosphère rassurante. Pourtant, cette tranquillité apparente que vous ressentez masque des phénomènes d'une violence si extrême qu'ils remettent instantanément en question tout ce que nous pensions fermement savoir de la physique élémentaire. Parmi ces incroyables anomalies terrifiantes, une entité cosmique particulièrement singulière a récemment frappé notre petite planète avec une force brute absolument inexplicable. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est réellement la particule d'Amaterasu et pourquoi elle transporte une énergie des millions de fois supérieure à celle du CERN, violant les lois mêmes de notre univers. Cette minuscule étincelle d'énergie insaisissable, inexplicablement surgie du néant spatial absolu, possède une puissance destructrice faramineuse, concentrée dans un seul proton invisible, qui ridiculise instantanément toutes nos installations humaines les plus avancées. Son existence même déjoue toutes les limites théoriques de notre science actuelle. Si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. Avant de partir, dites-nous en commentaire depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel et quelle heure il est chez vous en ce moment. Entrons maintenant dans cette violente tempête cosmique. Pour comprendre l'absurdité de cette puissance cosmique qui frappe notre atmosphère, il faut d'abord observer comment notre vision pacifique du ciel a été irrémédiablement bouleversée il y a plus d'un siècle. À l'aube du XXe siècle, les scientifiques du monde entier partageaient une conviction inébranlable. L'âge d'or de la physique classique touchait prétendument à sa fin, et beaucoup affirmaient avec une certitude absolue que presque tout avait déjà été résolu et découvert. Avec les récents travaux de Marie Curie et d'Henri Becquerel, la communauté scientifique pensait avoir totalement cerné le phénomène de la radioactivité. La règle d'or était simple, indiscutable et enseignée dans toutes les universités européennes. La radiation émanait exclusivement de la croûte terrestre. Les éléments radioactifs comme l'uranium ou le radium étaient enfouis dans le sol et par conséquent, plus on s'éloignait de la surface de la Terre, plus le niveau de radiation ambiante devait logiquement chuter pour finalement disparaître. L'univers, au-delà de notre fine atmosphère, était perçu comme un vide majestueux, un espace stérile, silencieux et parfaitement inoffensif. Vous pouvez aisément imaginer le confort psychologique de cette époque. Le danger venait d'en bas, de la terre ferme que l'on foulait, tandis que le ciel au-dessus de nos têtes restait le symbole d'une pureté absolue, d'une tranquillité inébranlable. Cependant, les premiers craquements dans ce dogme rassurant ne tardent pas à se manifester, bien qu'ils soient d'abord ignorés par l'establishment scientifique. C'est ici qu'intervient une figure tragiquement oubliée de l'histoire des sciences, le chercheur italien Domenico Pacini.
Dans les années 1910 et 1911, travaillant pour le bureau de météorologie italien, Pacini entreprend une série d'expériences totalement non conventionnelles. Refusant de se limiter au laboratoire confortable, il embarque son matériel sur un navire de la marine au large des côtes de Livourne et se rend ensuite sur les eaux calmes du lac de Bracciano. Son intuition était brillante. Si la radiation provient uniquement de la Terre, alors l'eau, avec sa densité, devrait agir comme un bouclier parfait. Pacini plonge courageusement ses détecteurs, soigneusement scellés, dans des boîtes en cuivre étanche, à 3 mètres de profondeur, sous la surface de l'eau. Et là, le résultat est sans appel. Le niveau de radiation diminue effectivement sous l'eau, ce qui prouve indéniablement que l'eau absorbe une énergie mortelle. Mais le point crucial, c'est que cette radiation ne monte pas du fond du lac. Elle pénètre la surface de l'eau depuis le haut. Pacini vient de démontrer, dans un anonymat presque total, que ces rayons invisibles et pénétrants tombent littéralement du ciel. Malheureusement, l'Europe scientifique est alors politiquement et linguistiquement fragmentée. Les publications de Pacini en italien passent inaperçues face à la domination académique germanophone et anglophone de l'époque. Il sera cruellement exclu du prestigieux prix Nobel de physique distribué en 1936, son nom effacé des manuels scolaires au profit d'autres chercheurs plus visibles. L'histoire officielle, celle qui allait marquer le véritable choc planétaire, s'écrit 1 an plus tard. Nous sommes en 1912 et le chercheur autrichien Victor Hess, travaillant pour le Bureau central de météorologie et de géodynamique de Vienne, décide de tester l'hypothèse de la radiation terrestre de manière spectaculaire. Il ne veut pas descendre sous l'eau, il veut monter dans les airs. Hess prépare un vol en ballon à air chaud, gonflé à l'hydrogène. Imaginez-vous un instant à sa place. Vous êtes dans un panier en osier fragile, suspendu sous une bulle de gaz hautement inflammable, prêt à défier les lois de l'altitude sans équipement de survie moderne. Hess emporte avec lui plusieurs électromètres de Wolf, des instruments extrêmement précis pour l'époque, capables de mesurer le niveau d'ionisation de l'air. C'est à cet instant précis que le récit bascule au présent. Le ballon quitte le sol ferme et s'élève lentement dans les cieux froids et hostiles. À 1500 mètres d'altitude, Hess observe attentivement ses cadrans. Contre toute attente, l'ionisation ne diminue pas, elle commence à stagner. Puis, le ballon continue son ascension périlleuse, bravant des températures glaciales et des vents imprévisibles. Lorsqu'il franchit le seuil vertigineux des 5300 mètres d'altitude, respirant avec une difficulté extrême dans cet air raréfié, Hess lit ses instruments et n'en croit pas ses yeux. Le niveau de radiation n'a pas chuté. Au contraire, il a dramatiquement augmenté. Il est plusieurs fois supérieur à celui mesuré au niveau de la mer. La conclusion frappe le scientifique de plein fouet, détruisant instantanément un siècle de certitude géologique. Cette radiation mortelle et surpuissante ne vient absolument pas de la Terre. Elle provient des profondeurs insondables de l'espace cosmique. Victor Hess vient, au péril de sa vie, de découvrir les tristement célèbres rayons cosmiques, prouvant que notre planète est en permanence bombardée par un feu invisible venu des étoiles. Mais l'ampleur de ce bombardement cosmique ne sera comprise que bien plus tard, dévoilant une mécanique encore plus effrayante. Avancé dans le temps, jusqu'en 1938, le brillant physicien français Pierre Auger mène des recherches pionnières
dans les hautes altitudes des montagnes européennes. Auger décide de disperser des détecteurs de radiation individuels à des centaines de mètres les uns des autres sur les crêtes enneigées. Logiquement, si l'espace projette des rayons aléatoires, chaque détecteur devrait clignoter de manière indépendante, au hasard des impacts microscopiques. Pourtant, lorsque Auger analyse méticuleusement ces enregistrements, il découvre une anomalie sidérante. Ces détecteurs, pourtant séparés par de vastes distances physiques, s'activent exactement en même temps. Ils reçoivent un signal simultané en une fraction de millionième de seconde. Comment est-ce physiquement possible? C'est comme si des centaines de snipers invisibles tiraient sur la montagne avec une synchronisation absolue. Auger comprend alors qu'il n'y a pas des centaines de particules cosmiques distinctes qui frappent le sol. Il n'y en a qu'une seule. Une particule cosmique primaire, dotée d'une énergie colossale, a violemment percuté une simple molécule d'azote ou d'oxygène tout en haut de l'atmosphère. Ce choc brutal a désintégré la molécule, créant une réaction en chaîne nucléaire. La particule initiale s'est divisée, créant des milliers de nouvelles particules secondaires, qui elles-mêmes se sont divisées, formant ce que l'on appelle aujourd'hui une gerbe atmosphérique grande. En touchant le sol terrestre, cette cascade monstrueuse s'est élargie pour recouvrir une zone gigantesque, arrosant tous les détecteurs d'Auger d'un seul coup. Ce mécanisme terrifiant de multiplication nucléaire venait de révéler que l'espace n'envoyait pas de simples rayons inoffensifs, mais de véritables missiles atomiques capables d'initier des réactions en chaîne au-dessus de nos têtes. Les physiciens pensaient avoir identifié la limite maximale de cette violence cosmique, croyant que l'univers obéissait à des règles strictes de conservation d'énergie. C'est précisément à cet instant que la logique classique s'effondre et que le véritable cauchemar scientifique commence. La portée de ce véritable cauchemar scientifique ne prend tout son sens qu'à une seule condition: comprendre le redoutable mur invisible que nous appelons aujourd'hui la limite GZK. Les physiciens pensaient avoir cerné les bornes de l'univers. En 1966, 3 immenses théoriciens, Kenneth Greisen aux États-Unis et Georgi Zatsepin, ainsi que Vadim Kouzmin en Union soviétique, parviennent, chacun de leur côté, à la même conclusion mathématique inébranlable. Ils réalisent que l'espace n'est pas vide. L'univers entier est baigné par le fond diffus cosmologique, une mer infinie de micro-ondes résiduelles issues directement du Big Bang. Si vous lanciez un proton à une vitesse proche de la lumière à travers cette mer, il heurterait inévitablement ces photons microscopiques. Chaque collision entre notre proton et un photon fossile déclenche la création d'un pion, une particule éphémère qui absorbe brutalement une grande partie de l'énergie cinétique initiale. Ce processus, appelé production de photopions, agit comme un frein invisible, impitoyable et constant. C'est comme essayer de courir à toute vitesse dans une piscine remplie de boue épaisse. Vous finirez inévitablement par ralentir, peu importe votre force phénoménale de départ. La nature elle-même dresse une barrière de péage cosmique, taxant l'énergie de tout ce qui oserait voyager trop vite. Les calculs de Greisen, Zatsepin et Kouzmin étaient d'une froideur implacable. Selon leurs équations formelles, aucun rayon cosmique ne pouvait théoriquement traverser les vastes espaces intergalactiques et atteindre la Terre avec une énergie supérieure à environ 50 exa-électronvolts. C'était la limite absolue, le plafond de verre imposé par les lois fondamentales de la thermodynamique et de la relativité.
Rien ne devait pouvoir franchir cette barrière invisible. Le débat semblait clos, mais le désert de l'Utah allait s'occuper de pulvériser cette belle certitude avec une violence inouïe. Nous sommes en octobre 1991, sur le site d'observation expérimentale de Fly's Eye, littéralement traduit par l'œil de mouche, géré par l'Université d'Utah. L'installation de ce détecteur est une merveille d'ingéniosité optique. Imaginez-vous en pleine nuit, debout dans l'immensité froide et désolée du désert américain. Autour de vous, des dizaines de miroirs concaves massifs, semblables à de gigantesques réflecteurs paraboliques, pointent fixement vers les ténèbres stellaires. Ces miroirs ne cherchent pas à capter la lumière visible des étoiles lointaines. Non, ils sont méticuleusement programmés pour détecter le clignotement ultraviolet, microscopique et ultra rapide que laisse un rayon cosmique lorsqu'il frappe violemment l'azote de notre haute atmosphère terrestre. Ces réflecteurs agissent exactement comme les facettes complexes de l'œil d'un insecte géant, observant simultanément le ciel en 3 dimensions pour filmer, microseconde par microseconde, la trace fantomatique d'une particule en train de se désintégrer. C'est un piège de lumière, conçu pour attraper les fantômes cosmiques que l'œil humain ne pourra jamais percevoir de lui-même. Durant cette fameuse nuit d'octobre, le système d'enregistrement de Fly's Eye se déclenche subitement. Les ordinateurs impriment les relevés d'une gerbe atmosphérique d'une violence inconcevable. Non. Les chercheurs analysent les données avec frénésie, calibrent les miroirs, revérifient leurs algorithmes complexes, intimement persuadés qu'il s'agit d'une grossière erreur informatique ou d'un bug matériel isolé. Mais les chiffres persistent, figés et incontestables sur le papier imprimé. L'énergie du rayon cosmique primaire, qui vient de percuter l'atmosphère terrestre, est calculée à 320 exa-électron-volts. C'est plus de 6 fois la limite théorique absolue fixée par l'équation GZK. C'est physiquement impossible, mathématiquement inacceptable. L'équipe, sous le choc, baptise officieusement ce monstre la particule Oh My God. En un seul instant, l'édifice rassurant de l'astrophysique du XXe siècle vacille dangereusement. Si cette particule monstrueuse existe réellement, cela signifie obligatoirement soit que la mesure est totalement erronée, soit que l'univers enfreint ses propres lois de conservation d'énergie, soit que la sacro-sainte théorie de la relativité d'Einstein comporte une faille béante aux échelles d'énergie extrême. La découverte de la particule Oh My God déclenche alors tout au long des années 90 et au début du XXIe siècle une véritable guerre académique qui va scinder la communauté scientifique en 2 camps farouchement opposés. D'un côté, au Japon, le gigantesque réseau de détecteurs de surface Agasa, situé près de la ville d'Akeno, s'appuie sur une armée de capteurs au sol qui mesurent les impacts secondaires de la gerbe atmosphérique après sa descente. Les Japonais publient avec assurance de nombreuses données confirmant l'existence d'événements dépassant allègrement la barrière GZK, affirmant que la physique classique doit être fondamentalement repensée. De l'autre côté, aux États-Unis, le projet expérimental AIRES, qui est le successeur direct et à haute résolution de Fly's Eye, observe quant à lui la lumière ultraviolette de la gerbe directement dans l'air nocturne, et non ses débris fractionnés au sol. Les équipes américaines de AIRES publient des courbes statistiques montrant bel et bien une chute drastique et conforme des rayons aux énergies prévues, accusant ainsi implicitement les détecteurs japonais de surestimer gravement l'énergie réelle des particules cosmiques.
Vous vous retrouvez donc face à un conflit scientifique ouvert et insoluble. D'un côté, l'observation directe des particules physiques sur le sol terrestre. De l'autre, la détection des flashs atmosphériques ultraviolets dans le ciel. L'un dit oui à l'impossible, l'autre dit fermement non. Pendant près de 2 décennies, longues et fastidieuses, les chercheurs vont s'affronter lors de conférences enflammées, remettant sans cesse en cause l'intégrité instrumentale même de leurs installations respectives, chacun essayant de prouver désespérément que l'autre est simplement victime de parasites atmosphériques indésirables ou de défaillances flagrantes de calcul. Il fallait trancher ce débat mortifère. Pour résoudre ce conflit académique insoutenable, l'humanité scientifique s'est lancée dans la conception et la construction d'infrastructures encore plus démesurées et coûteuses. Le désert américain de l'Utah a vu s'élever le projet pharaonique Telescope Array, une collaboration internationale massive entre les États-Unis, le Japon et plusieurs autres nations. Ce projet fou combinait simultanément les 2 technologies rivales, les détecteurs de surface japonais et les télescopes de fluorescence américains. Couvrant plus de 700 km², soit une superficie largement supérieure à celle de plusieurs grandes métropoles urbaines réunies, ce réseau monumental se compose de 507 stations de détection scintillatrice réparties de manière parfaitement chirurgicale sur le sable du désert. L'objectif avoué était clair et sans équivoque: traquer le ciel sans relâche jusqu'à ce qu'un nouvel événement cosmique de la même magnitude effroyable que Oh My God vienne frapper notre planète directement sous les yeux croisés et impartiaux des 2 systèmes, mettant ainsi fin à la controverse une bonne fois pour toutes. Et la réponse, celle qui allait ébranler l'académie moderne d'une force inouïe, n'est arrivée que très récemment. Nous sommes le 27 mai 2021. Le réseau Telescope Array enregistre un signal d'une clarté effrayante. Une équipe internationale, dirigée par le professeur Toshihiro Fujii de l'Université métropolitaine d'Osaka, commence à éplucher les données. Sans pas qu'un parfaitement conscient de l'enjeu dramatique de leur découverte, ils passent 2 années entières à vérifier, valider, nettoyer et croiser chaque paramètre de ce signal. Il ne devait subsister aucune place pour la moindre erreur, aucune faille instrumentale que leurs détracteurs pourraient exploiter pour invalider leur travail. Enfin, en novembre 2023, les résultats définitifs sont officiellement publiés dans la prestigieuse revue académique Science. La particule captée par les détecteurs transportait la somme démentielle de 244 hexaélectronvolts. C'est une confirmation brutale et irréfutable. La mythique particule Oh My God n'était définitivement pas une erreur de système informatique ou un mirage. Ces monstres cosmiques ultra-violents existent bel et bien. L'équipe japonaise décide de baptiser cette nouvelle anomalie la particule Amaterasu, en l'honneur respectueux de la grande déesse du soleil dans la mythologie traditionnelle shintoïste, marquant ainsi l'aube d'une physique totalement nouvelle et inexplorée. Amaterasu, avec sa puissance incalculable, venait d'écraser la fameuse limite GZK une fois de plus, prouvant formellement que nous ne comprenons absolument pas comment l'univers accélère sa matière à de telles échelles. Vous devez bien comprendre que détecter une particule de cette ampleur gigantesque est un événement statistiquement quasi miraculeux. Et pour vous donner une idée plus claire de la rareté du phénomène, si l'on prend une surface stricte d'1 km² sur la Terre, il faut attendre en moyenne 1 siècle entier pour qu'une seule particule de ce niveau extrême vienne s'y écraser aléatoirement.
Cependant, alors que l'existence indéniable de ces monstres cosmiques, d'une puissance inimaginable, venait enfin d'être confirmée avec une certitude absolue, une énigme encore plus troublante fit son apparition. Alors que le choc initial de cette découverte colossale résonnait encore dans les laboratoires du monde entier, un mystère encore plus profond et déroutant commençait à se jouer à un niveau purement microscopique. Pour comprendre la nature de la particule d'Amaterasu, il faut d'abord oublier tout ce que vous croyez savoir sur la taille et l'énergie. Ne pensez pas à un astéroïde massif, ni à une comète enflammée, ni même à un grain de poussière cosmique. Vous devez plonger votre esprit dans l'infiniment petit. Un rayon cosmique de très haute énergie n'est, dans la majorité des cas, rien de plus qu'un simple proton solitaire, ou parfois le noyau nu d'un atome de fer qui a été brutalement dépouillé de tous ses électrons orbitaux. C'est le bloc de construction le plus basique de la matière. Ce minuscule fragment voyage seul dans l'obscurité glaciale du vide intergalactique pendant des millions, voire des milliards d'années. Si vous teniez ce proton dans la paume de votre main, il serait si infinitésimal qu'il échapperait à la détection de nos microscopes les plus puissants. Pourtant, cette poussière subatomique transporte avec elle un secret insensé qui défie l'arrogance technologique de notre civilisation tout entière. Pour mesurer l'ampleur de l'humiliation scientifique que représente l'énergie d'Amaterasu, vous devez d'abord vous tourner vers l'Europe, à la frontière franco-suisse. C'est là que se trouve le grand collisionneur de hadrons du CERN, abrégé en LHC. Le LHC est indéniablement la machine la plus complexe, la plus vaste et la plus coûteuse jamais construite par l'humanité dans toute son histoire. Imaginez un tunnel circulaire de 27 km de circonférence, enfoui profondément sous la Terre, tapissé d'aimants supraconducteurs, refroidi à une température inférieure à celle de l'espace profond. L'objectif unique de ce titan de fer et d'électronique est d'accélérer des protons à des vitesses vertigineuses et de les faire se percuter de front pour percer les secrets de l'univers. Le CERN symbolise le sommet absolu de la puissance technologique humaine. Lorsqu'il fonctionne à son régime maximal, le collisionneur européen parvient à insuffler à 2 protons une énergie combinée de 13,6 téraélectronvolts. Pour les physiciens, c'est un accomplissement titanesque, une énergie suffisante pour recréer brièvement les conditions infernales qui régnaient une fraction de seconde après le Big Bang. C'est ici que l'univers nous rappelle cruellement notre infériorité. La particule d'Amaterasu, ce simple proton voyageur venu de nulle part, a frappé notre atmosphère avec une énergie mesurée à 244 hexaélectronvolts. Convertissons cela pour comprendre le gouffre. Un hexaélectronvolt représente 1 million de téraélectronvolts. Cela signifie que le petit proton cosmique d'Amaterasu possédait une énergie environ 21 millions de fois supérieure à celle produite par les chocs les plus violents générés au sein du CERN. 20 millions de fois. C'est comme si vous compariez la modeste flamme vacillante d'une bougie d'anniversaire à la fureur incandescente d'un incendie de forêt ravageant un continent entier. Toute notre technologie de pointe, tous nos milliards d'euros investis dans des aimants cryogéniques souterrains géants, sont instantanément réduits à néant par un simple grain de matière que l'univers a décidé d'accélérer selon ses propres règles inexplicables. Vous pensez que l'humanité maîtrise la physique, mais le cosmos nous prouve que nous ne sommes encore que des enfants, jouant avec des piles alcalines dans un bac à sable. Pour vous le représenter mentalement,
Imaginez l'énergie de cette particule subatomique comme une balle de baseball lancée à plus de 100 km/h. L'énergie cinétique globale de cette balle en plein vol est d'environ 40 joules. À notre échelle humaine, 40 joules, c'est une sensation de force familière. Si la balle vous heurte, vous ressentirez une douleur aiguë, vous aurez peut-être un bleu sévère. Mais la balle répartit son impact sur une surface relativement large. Maintenant, prenez cette même énergie cinétique, cette même violence, et compressez-la de force à l'intérieur d'un volume si minuscule qu'il est constitué d'un seul et unique proton. Le proton est 1 million de milliards de fois plus petit qu'un cheveu humain. Concentrer la force d'un lancer de baseball dans une entité infiniment invisible défie complètement notre intuition logique. Lorsqu'une telle chose percute le fragile noyau d'un atome d'azote de notre atmosphère haute, elle ne se contente pas de le bousculer. Elle l'anéantit avec une férocité nucléaire démesurée, déclenchant cette fameuse réaction en chaîne colossale que Pierre Auger avait autrefois observée. Mais la véritable magie anatomique de ces particules ultra-énergétiques réside dans leur perception du temps. Selon la célèbre théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, plus vous voyagez vite dans l'espace, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à un observateur immobile. Amaterasu ne voyageait pas simplement vite. Elle se déplaçait à 99,9, suivi de 22,9 supplémentaires, % de la vitesse de la lumière. À une telle fraction infinitésimale, près de la vitesse absolue de l'univers cosmique, les règles habituelles de l'espace et du temps se tordent jusqu'à se briser complètement. Pour nous, observateurs terrestres, la particule cosmique a peut-être mis 100 millions d'années terrestres pour traverser la distance vertigineuse séparant sa galaxie d'origine de notre système solaire. Nous regardons ce temps long et nous imaginons un voyage éternel à travers les abîmes noirs de l'espace profond, un parcours silencieux et interminable. Cependant, adoptez un instant le point de vue subjectif du proton. Si vous pouviez chevaucher cette particule majestueuse, l'expérience serait fondamentalement, radicalement différente. À cause de la contraction effarante des longueurs et de l'incroyable dilatation temporelle prévue par la relativité lorentzienne, l'univers entier s'écraserait devant vous comme un simple papier chiffonné. La distance insondable de millions d'années-lumière se réduirait à l'épaisseur d'une feuille de papier. Pour le proton lui-même, il ne s'écoule pas des millions d'années de voyage. Il est expulsé de sa source cosmique d'origine avec une violence inouïe, et à l'instant suivant, littéralement moins d'une fraction de seconde plus tard de son point de vue intrinsèque, il s'écrase de plein fouet contre l'azote de notre planète Terre. C'est une téléportation virtuelle effrayante. Il naît et il meurt presque simultanément, ignorant superbement les aires géologiques immenses que la galaxie a traversées pendant son vol. Cette immortalité temporelle fait de ces particules des fantômes vivants, des messagers instantanés figés dans un éternel présent, surgissant des entrailles de l'espace lointain. Ce n'était pas seulement la présence miraculeuse d'un proton surpuissant, mais en réalité l'annonce d'une faille cosmique majeure qui menaçait la stabilité de tout notre savoir scientifique. Pour comprendre l'ampleur de cette crise scientifique qui ébranle la physique moderne, il faut d'abord analyser comment notre propre galaxie agit comme un gigantesque labyrinthe invisible. Lorsque vous regardez les étoiles scintillantes au cours d'une nuit claire, vous imaginez probablement l'espace intergalactique comme une immense toile de fond complètement vide, neutre et passive. C'est une erreur conceptuelle fondamentale. Le cosmos tout entier est en réalité perpétuellement saturé par des champs magnétiques complexes
dense et en mouvement constant. Notre propre Voie lactée, tout comme les immenses espaces intergalactiques qui séparent les amas de galaxies, est traversée par de gigantesques courants magnétiques invisibles qui tissent une véritable toile d'araignée à l'échelle universelle. Or, il se trouve que la quasi-totalité des rayons cosmiques sont des particules électriquement chargées, puisqu'il s'agit principalement de protons positifs isolés ou de noyaux atomiques lourds qui ont été brutalement dépouillés de leur cortège d'électrons orbitaux. Et l'une des lois les plus strictes et fondamentales de l'électromagnétisme classique stipule que toute particule chargée qui tente de se déplacer à travers un champ magnétique subit instantanément une force perpendiculaire à son axe de mouvement. Une loi que les physiciens connaissent bien sous le nom de la force de Lorentz. Cette interaction naturelle crée un problème astronomique véritablement cauchemardesque. Lorsqu'un rayon cosmique ordinaire est expulsé dans l'espace profond par une explosion stellaire comme une supernova, il n'emprunte absolument pas une ligne droite et limpide pour voyager vers la Terre. Dès la première seconde où il pénètre dans les champs magnétiques de sa galaxie hôte ou dans l'espace intergalactique, sa trajectoire est continuellement courbée, violemment déviée et souvent enroulée sur elle-même. Le proton erre ainsi de manière chaotique pendant des centaines de millions d'années, tournoyant sans fin dans ce vaste océan magnétique, changeant de direction de manière aléatoire, des milliers et des milliers de fois, avant de finir, par le plus grand et improbable des hasards, par s'écraser de plein fouet sur notre fragile atmosphère terrestre. À cause de ce voyage erratique et sinueux, la particule subatomique perd totalement la mémoire géométrique de son origine. Pour bien visualiser ce processus complexe, utilisez une image familière. C'est exactement comme si vous essayiez de déduire la position initiale et l'identité d'un joueur de flipper, en vous basant uniquement sur l'angle final de la boule en acier lorsqu'elle tombe dans le trou, après qu'elle a rebondi violemment des centaines de fois sur les différents pare-chocs et obstacles lumineux du plateau de jeu. C'est une tâche analytique strictement impossible, même pour le meilleur mathématicien du monde. C'est la raison exacte pour laquelle les rayons cosmiques ordinaires de basse énergie semblent pleuvoir sur notre planète de toutes les directions du ciel de manière parfaitement uniforme et isotrope. Ils arrivent du nord, du sud, du zénith, ce qui empêche cruellement les astronomes de pointer leurs télescopes optiques vers une zone source précise pour identifier avec certitude le moteur cosmique qui les a initialement engendrés. Nous recevons les balles mortelles en pleine poitrine, mais nous sommes structurellement aveugles à la position du tireur cosmique. Mais c'est précisément ici que la phénoménale particule d'Amaterasu, avec sa puissance démentielle et cauchemardesque, bouleverse toutes les règles établies de ce jeu galactique. En physique des particules de haute énergie, il existe un concept crucial que l'on appelle la rigidité magnétique. De manière très simple et intuitive, plus une particule possède une énergie cinétique et une impulsion élevée, plus il est extraordinairement difficile pour un champ magnétique ambiant de réussir à courber sa trajectoire rectiligne. Si un rayon cosmique ordinaire de basse ou moyenne énergie est comparable à une légère balle de ping-pong facilement balayée, emportée et déviée par la moindre brise magnétique spatiale, une particule ultra-énergétique comme Amaterasu agit au contraire comme un boulet de canon en acier massif, lourd, incroyablement rapide et totalement inarrêtable. Avec une énergie faramineuse mesurée à 244 hexaélectronvolts, la particule cosmique d'Amaterasu possédait une rigidité magnétique absolument hors norme. À un tel niveau de puissance extrême,
qui défie notre compréhension de la thermodynamique, les champs magnétiques, galactiques, habituels, qui embrouillent pourtant si efficacement les autres rayons cosmiques, deviennent pratiquement transparents et négligeables pour elle. Amaterasu voyageait si vite et avec une telle force de pénétration brute qu'elle a littéralement transpercé les denses toiles magnétiques de l'univers sans subir la moindre déviation majeure. Sa trajectoire lumineuse, depuis les profondeurs de sa galaxie natale jusqu'au sable aride du désert de l'Utah, s'est apparentée à une ligne géométrique presque parfaitement droite. C'est cette propriété balistique tout à fait unique et précieuse qui a provoqué une onde de choc et une vague d'excitation sans aucun précédent au sein des équipes de recherche du gigantesque projet Telescope Array. Pour la toute première fois dans l'histoire turbulente de l'astronomie des très hautes énergies, les brillants chercheurs tenaient enfin entre leurs mains la trajectoire pure et inaltérée d'un véritable monstre subatomique. Puisque la particule n'avait subi aucune déviation chaotique pendant son long voyage mortel, il suffisait en théorie de tracer une simple ligne droite virtuelle en sens inverse, en partant du point d'impact précis mesuré dans notre atmosphère, pour pointer notre regard directement et infailliblement vers son véritable lieu de naissance cosmique. C'était une opportunité historique tout à fait exceptionnelle. Les astronomes du monde entier s'attendaient à démasquer enfin l'identité et la nature du terrifiant cataclysme, capable de générer une telle violence subatomique. L'anticipation au sein de la communauté scientifique était à son comble. Les mathématiciens et astrophysiciens ont méticuleusement calculé les coordonnées célestes exactes d'où provenait la particule foudroyante d'Amaterasu. Les superordinateurs du centre de recherche ont retracé le long chemin inverse avec une précision diabolique. L'équipe savait d'ailleurs pertinemment le genre de monstre qu'elle cherchait. Pour réussir à produire un niveau d'énergie absurde capable de violer sans pitié la célèbre limite GZK, la source ne pouvait décemment pas être une étoile ordinaire, un pulsar standard, ou même une galaxie endormie comme la nôtre. Les plus grands théoriciens s'attendaient fermement à contempler un événement cosmique d'une brutalité absolument extrême. Ils espéraient pouvoir observer, grâce à ce traçage précis, un blazar fulgurant crachant des jets de matière relativistes. Le cœur ultra-actif d'un quasar hypermassif en train de dévorer goulûment et violemment une étoile infortunée, ou encore la collision titanesque et apocalyptique de deux amas galactiques massifs créant des ondes de choc dévastatrices à l'échelle du cosmos lui-même. C'était bien la seule et unique explication rationnelle, mathématiquement concevable et physiquement acceptable pour pouvoir justifier l'existence même d'une telle particule. Les télescopes optiques, radio et à rayons X les plus sophistiqués et coûteux de notre planète ont alors été minutieusement synchronisés et pointés avec une attention fébrile et pleine d'espoir vers ces coordonnées exactes du ciel nocturne profond, prêts à immortaliser le grand coupable cosmique. Lorsque les télescopes se sont enfin tournés avec une immense appréhension vers cette zone précise de l'espace, ce qu'ils ont découvert n'était absolument pas un gigantesque monstre cosmique en pleine activité destructrice, mais une anomalie infiniment plus terrifiante et profondément troublante. La véritable horreur de cette découverte ne prend tout son sens qu'à une seule condition, comprendre la nature géologique, ou plutôt cosmologique, de ce que nous appelons le vide local. Lorsque les astronomes du projet Telescope Array ont enfin calculé la trajectoire rectiligne de la particule d'Amaterasu, ils s'attendaient à trouver un cataclysme cosmique. Pour générer une telle énergie, il faut une machine cosmique d'une brutalité inimaginable,
comme des trous noirs supermassifs ou des magnétars. Les télescopes les plus sophistiqués ont donc balayé cette zone précise du ciel, cherchant la signature de ce monstre. Mais les moniteurs de contrôle sont restés désespérément noirs. Les capteurs radio n'ont enregistré qu'un silence de mort absolu. Les puissants télescopes à rayons X n'ont absolument rien vu. La ligne droite virtuelle tracée par la trajectoire d'Amaterasu ne pointait vers aucun blazar lointain, vers aucun quasar violent, ni même vers une petite galaxie ordinaire. Pire encore, elle ne pointait vers aucune structure matérielle connue de l'univers, observable. Le point d'origine géométrique parfait, calculé par les super-ordinateurs du projet, correspondait très exactement à une région déserte de l'espace que les cosmologistes appellent froidement le vide local. Le vide local est l'une des structures spatiales les plus intimidantes et les moins comprises de notre propre voisinage universel. L'univers n'est pas une soupe homogène d'étoiles et de galaxies réparties de manière géométriquement égale. À très grande échelle, il ressemble plutôt à une éponge colossale ou à un réseau neuronal cosmique, où la matière s'agglutine gravitationnellement le long de filaments gigantesques et se rassemble massivement dans des nœuds brillants et denses que nous appelons des superamas galactiques. Mais, fatalement, entre ces immenses filaments lumineux et denses se trouvent des poches de néant absolu, des déserts cosmiques, terrifiants, où l'espace s'étend sur des distances inconcevables sans contenir la moindre galaxie brillante, la moindre étoile naissante, ni même la moindre planète errante solitaire. Le vide local est l'un de ces gouffres abyssaux et il se trouve géographiquement juste à côté de notre propre filament galactique, le tentaculaire superamas Laniakea. Il s'étend sur une distance ahurissante de près de 150 millions d'années-lumière de diamètre. C'est une étendue spatiale d'une stérilité si parfaite et d'une obscurité si profonde qu'elle défie toute notre imagination humaine habituée à la lumière. Pour comprendre l'échelle vertigineuse de ce néant, utilisons l'architecture. Imaginez que notre propre Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles scintillantes, ses nébuleuses chaudes et ses systèmes solaires bouillonnants de vie, soit réduite à la taille physique d'une seule pièce de votre propre maison, disons votre salon principal. Ce salon de la Voie lactée est très bien éclairé, extrêmement confortable, rempli de meubles familiers, de mouvements incessants et de chaleur vivante. À cette même échelle architecturale réduite, le vide local ne serait pas simplement la petite pièce silencieuse d'à côté, ni même le jardin obscur situé à l'arrière de la maison. Il serait l'équivalent physique exact d'un gratte-ciel colossal de plusieurs centaines d'étages, entièrement et uniquement construit en béton noir massif, plongé de manière permanente dans l'obscurité la plus absolue, sans une seule fenêtre pour laisser passer un filet de lumière, sans le moindre éclairage interne, sans aucune canalisation d'eau et sans le moindre habitant vivant, s'étendant d'une manière incroyablement oppressante tout autour de votre minuscule salon éclairé. C'est un désert architectural parfait et définitif, où la matière a tout simplement et littéralement oublié d'exister. Et c'est précisément de ce gratte-ciel noir et mort, de ce néant absolu et stérile, qu'a violemment jailli la particule cosmique la plus énergétique et la plus violente jamais enregistrée par l'humanité entière au cours de ce 21e siècle. Le paradoxe frappe aujourd'hui les astrophysiciens avec une violence conceptuelle totale. Comment la particule la plus puissante jamais mesurée peut-elle provenir de la région la plus vide que nous connaissions?
Cela n'a aucun sens physique. C'est comme si une balle de fusil de sniper fracassait votre bunker et que l'analyse balistique prouvait que le tir provenait de l'intérieur d'un coffre-fort vide et scellé. L'esprit humain refuse d'accepter ce résultat aberrant. Un effet titanesque nécessite une cause titanesque. Pourtant, la cause semble ici être le vide lui-même. Face à cette colossale impossibilité, les physiciens affrontent des hypothèses exotiques. Certains suggèrent que notre compréhension de l'espace-temps est erronée. Se pourrait-il que la matière noire soit capable de se désintégrer en libérant une énergie défiant la limite Gzk? Le vide local pourrait être rempli de cette matière occulte. Si c'est le cas, Amaterasu serait le premier cri d'agonie observable de la matière noire, la preuve d'une physique cosmique entièrement cachée dans les ténèbres de l'univers. D'autres physiciens évoquent des défauts topologiques de l'espace-temps, appelés cordes cosmiques. Imaginez que l'univers se soit craquelé après le Big Bang. Si l'une de ces cordes, flottant dans le vide local, venait à se rompre sous une tension insoutenable, elle pourrait propulser des protons à des énergies infernales. Invisible à nos télescopes, elle décocherait sa flèche subatomique dans l'obscurité. Quelle que soit la véritable réponse finale à ce grand mystère, l'existence avérée d'Amaterasu prouve aujourd'hui, au-delà de tout doute scientifique raisonnable, que l'univers profond abrite des accélérateurs de particules d'origine naturelle dont la nature intime nous échappe complètement et honteusement. Les trous noirs hyperactifs ou les étoiles à neutrons ne suffisent définitivement plus à expliquer de manière satisfaisante ce niveau d'anomalie astrophysique. Nous sommes désormais obligés de regarder fixement dans le néant total et d'admettre humblement que le vide absolu possède paradoxalement des dents extrêmement acérées. L'astrophysique contemporaine est ainsi plongée dans l'obscurité théorique la plus totale, forcée de repenser intégralement les lois immuables de la thermodynamique, de l'électromagnétisme quantique et peut-être même de la théorie de la gravité à très grande échelle spatiale. L'humiliation intellectuelle est cuisante et totale, car chaque fois que nous pensons sincèrement avoir enfin cerné les limites ultimes de la violence cosmique, le ciel nocturne nous envoie un nouveau message cryptique et dévastateur pour nous dire silencieusement que nous n'avons absolument rien compris à la réalité. Pourtant, cette absence totale de sources physiques n'est même pas le détail le plus effrayant de l'histoire. Que pour comprendre l'absurdité de cette puissance cosmique inouïe, il faut d'abord observer méticuleusement comment les plus grandes explosions stellaires de l'univers échouent pitoyablement. Dans l'imaginaire collectif humain, lorsqu'on pense à la violence spatiale extrême, l'image qui vient immédiatement et instinctivement à l'esprit est celle d'une majestueuse supernova. Une supernova représente l'agonie cataclysmique d'une étoile géante, un soleil titanesque des dizaines de fois plus massif et dense que le nôtre, qui finit tragiquement par s'effondrer brutalement sur lui-même sous la pression écrasante de son propre poids gravitationnel, avant de rebondir impitoyablement dans une explosion apocalyptique. L'onde de choc dévastatrice générée par cette fantastique explosion se propage à travers le vide spatial, glacial, à des milliers de kilomètres par seconde, balayant absolument tout sur son passage. Ce mur de gaz brûlant et de plasma fortement magnétisé agit pendant des dizaines de milliers d'années consécutives comme un gigantesque accélérateur de particules naturelles. Les protons ambiants et solitaires sont fatalement happés par cette onde de choc stellaire, rebondissent d'avant en arrière à travers le front magnétique instable, gagnant patiemment un peu plus d'énergie cinétique à chaque passage consécutif,
exactement comme une balle de ping-pong frappée de plus en plus fort entre deux raquettes invisibles qui se rapprochent inéluctablement. C'est le processus standard et classique de l'accélération cosmique que les astrophysiciens contemporains appellent formellement le mécanisme de Fermi. Pourtant, malgré toute la brutalité effrayante et inimaginable d'une violente supernova, ce mécanisme naturel possède des limites mathématiques et physiques strictes et infranchissables. L'accélérateur stellaire finit toujours inexorablement par s'épuiser. L'onde de choc ralentit sa course folle, le champ magnétique chaotique se dissipe lentement dans le vide, et le pauvre proton finit par s'échapper définitivement. Les calculs thermodynamiques les plus sophistiqués et les plus optimistes montrent, sans la moindre ambiguïté, que les plus puissantes supernovas de l'univers, observables, ne peuvent techniquement accélérer des particules cosmiques que jusqu'à un seuil d'énergie maximale d'environ 1 péta-électronvolt. Pour mettre immédiatement les choses en perspective pour vous, un seul hexaélectronvolt est exactement 1000 fois supérieur à un péta-électronvolt. Et la fameuse particule d'Amaterasu, souvenez-vous bien, affichait sereinement l'énergie démentielle de 244 hexaélectronvolts au compteur des détecteurs. Les supernovas, ces formidables monstres de feu que nous considérions fièrement autrefois comme les ultimes canons stellaires de notre cosmos, sont tout simplement et piteusement hors course. Elles sont absolument et mathématiquement incapables de justifier ne serait-ce qu'un infime millième de la colossale puissance brute nécessaire pour engendrer l'anomalie terrifiante que nous avons détectée cette nuit-là dans le froid désert de l'Utah. Ce constat flagrant d'impuissance stellaire absolue oblige les chercheurs désespérés à se tourner vers des moteurs cosmiques théoriques infiniment plus effrayants, plus sombres et plus complexes. Pour espérer atteindre un jour la gamme inaccessible des hexaélectronvolts, la physique rigoureuse de l'accélération exige des conditions environnementales tellement extrêmes, chaotiques et destructrices qu'elles frôlent ouvertement la science-fiction hollywoodienne. Selon nos modèles actuels, il n'y a fondamentalement que 2 moyens théoriques d'atteindre une telle énergie balistique infernale. Il faut impérativement soit un champ magnétique gigantesque s'étendant sans fin sur des millions d'années-lumière, soit un champ magnétique d'une intensité folle comprimé violemment dans un espace extrêmement restreint et tournant frénétiquement à des vitesses relativistes. La première option théorique nous amène directement à considérer la collision titanesque et lente de plusieurs amas de galaxies entiers. Imaginez un instant des milliers de galaxies massives, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, se percutant de plein fouet au ralenti sur des centaines de millions d'années terrestres. Les ondes de choc colossales générées par ces collisions structurelles majeures à l'échelle purement cosmologique créent d'immenses champs magnétiques vastes et tourbillonnants. Dans ces turbulences magnétiques inimaginables, un proton pourrait effectivement et théoriquement être piégé sans échappatoire et accélérer continuellement pendant des ères géologiques entières jusqu'à atteindre l'énergie phénoménale de la particule Oh My God ou de sa cousine Amaterasu. Mais il y a un problème de taille. Ces collisions galactiques dantesques sont incontestablement les événements les plus colossaux et les plus brillamment lumineux de notre univers. Elles crachent des radiations X intenses détectables sans le moindre effort à l'autre bout de l'univers observable. Elles ne peuvent physiquement pas se cacher silencieusement dans l'obscurité. La seconde option scientifique nous plonge directement dans les terrifiants enfers gravitationnels, les tristement célèbres noyaux actifs de galaxies,
également connu sous le nom de quasar. Au cœur sombre de certaines galaxies lointaines et antiques, résident des trous noirs supermassifs, pesant aisément des dizaines de milliards de fois la masse de notre modeste Soleil. Lorsqu'ils dévorent activement et goulûment de la matière environnante, le gaz chaud et la poussière forment un gigantesque disque d'accrétion tournant à une vitesse terrifiante, proche de celle de la lumière. Ce maelstrom gravitationnel infernal génère des champs magnétiques d'une violence mathématiquement insensée. Cette colossale torsion magnétique de l'espace-temps expulse parfois violemment de la matière sous forme de minces jets de plasma brûlants qui jaillissent perpendiculairement au disque galactique. Ces impressionnants jets matériels, véritables lasers cosmiques de la destruction, pourraient effectivement agir comme des canons à particules absolument parfaits, capables de propulser un proton baladeur à l'énergie de 244 hexaélectronvolts. Mais, encore une fois, le problème reste exactement le même. Un quasar pleinement actif est de loin l'objet céleste le plus brillant de tout le cosmos, surpassant facilement et outrageusement l'éclat combiné des centaines de milliards d'étoiles de sa propre galaxie hôte. C'est très exactement ici que le sombre paradoxe géométrique et énergétique se referme sur les malheureux astronomes comme un impitoyable piège d'acier insoluble. Nous venons de voir de manière irréfutable que les seules et uniques usines cosmiques capables de forger matériellement l'énergie d'Amaterasu sont, par définition physique fondamentale, les entités astronomiques les plus monumentales, les plus massives, les plus chaudes et les plus aveuglantes de l'univers tout entier. Un énorme trou noir supermassif en train de se nourrir, un quasar suractif hurlant, ou un majestueux amas de galaxies en pleine collision mortelle produisent inévitablement et constamment des signatures radiophoniques, thermiques et lumineuses qui sont scientifiquement impossibles à masquer, même pour l'œil électronique le moins entraîné de nos puissants radiotélescopes orbitaux. Un monstre de cette envergure colossale hurle perpétuellement sa présence à travers tout le spectre électromagnétique. Il s'affiche sur nos écrans radars avec la même discrétion qu'un puissant gyrophare incandescent rougeoyant au beau milieu d'une nuit d'encre noire. Or, lorsque les scientifiques du projet Télescope Array ont patiemment retracé la trajectoire de la ligne droite d'Amaterasu et ont unanimement pointé les meilleurs instruments d'observation mondiaux vers sa source géométrique stricte, le résultat, tant attendu, n'était absolument pas un quasar brillant. Ce n'était pas un gigantesque amas de galaxies en train de fusionner violemment. Ce n'était même pas une simple petite galaxie naine légèrement active. C'était le célèbre vide local. Un silence radio absolu, une température mortelle proche du zéro absolu cosmique, une obscurité spatiale parfaite et stérile, où la matière n'existe tout simplement pas depuis des milliards d'années. Le détecteur ultrasensible nous dit pourtant indéniablement que la particule est bel et bien là, avec son énergie dévastatrice violant fièrement et ouvertement la limite mathématique G et K, et qu'elle provient incontestablement et directement de ce point précis du ciel sombre et stérile. Mais la physique classique nous hurle viscéralement que c'est une impossibilité géométrique absolue. On ne peut décemment pas cacher un éléphant géant dans un couloir vide, et on ne peut certainement pas cacher un gigantesque accélérateur cosmique de classe hexaélectronvolt dans un désert astronomique vide et sans fin. Il ne s'agissait pas seulement d'un monstre cosmique totalement indétectable, mais en réalité d'une violation directe et flagrante des lois fondamentales de notre horizon galactique.
Alors que le choc de cette disparition cosmique terrifiante hantait encore les esprits des chercheurs, un autre mécanisme physique, bien plus pernicieux et fondamental, commençait à verrouiller définitivement l'énigme. Nous avons établi avec une certitude absolue que le lieu d'origine géométrique de la particule d'Amaterasu est le vide local, une région désespérément stérile de l'espace. Face à cette conclusion impossible, la première réaction logique d'un esprit rationnel serait de chercher une erreur d'échelle. On pourrait très facilement supposer que la particule provient en réalité d'une galaxie extrêmement lointaine, d'un quasar cataclysmique situé à l'autre bout de l'univers, très loin derrière le vide local, et que sa trajectoire a fini par traverser cette région vide par pur hasard avant de nous atteindre. C'est une hypothèse rassurante, car elle permettrait de sauvegarder l'intégrité de nos lois physiques tout en expliquant la source. Mais c'est précisément ici que la mécanique quantique et la théorie de la relativité s'unissent pour claquer violemment la porte au nez de cette hypothèse salvatrice. C'est le retour fulgurant et impitoyable de la fameuse limite GZK, découverte dans les années 60. Pour saisir pleinement le caractère inéluctable de cette limite, il faut détruire une autre idée reçue sur l'espace intergalactique. L'espace n'est pas seulement traversé par des champs magnétiques, il est également inondé d'un océan invisible de photons. 380 000 ans après le Big Bang primordial, l'univers en plein refroidissement a libéré son tout premier éclat de lumière, un rayonnement qui s'est étendu, refroidi et étiré avec l'expansion cosmique. Aujourd'hui, près de 14 milliards d'années plus tard, cette lumière primordiale baigne l'univers entier sous la forme du fond diffus cosmologique, un rayonnement micro-ondes omniprésent, baignant le vide à une température glaciale de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. À notre échelle humaine quotidienne, ces photons micro-ondes sont d'une douceur absolue. Ils sont tellement inoffensifs, faibles et dilués qu'ils traversent votre corps à cet instant précis par milliards, sans que vous ne ressentiez la moindre gêne ni le moindre picotement. Mais, comme nous l'avons vu, Amaterasu n'est pas humaine et elle ne voyage pas à notre rythme pitoyable. Elle se déplace à une fraction infinitésimale, près de la vitesse absolue de la lumière. C'est ici qu'intervient une conséquence cauchemardesque de la relativité d'Albert Einstein, combinée à l'effet Doppler relativiste. Pour le proton d'Amaterasu, fendant l'espace à une vitesse purement apocalyptique, l'univers ne ressemble pas du tout à notre nuit paisible. À cause de sa vitesse extrême, le modeste et inoffensif rayonnement de fond cosmologique ne lui apparaît pas comme de douces ondes radio-tièdes. Au contraire, le proton voit littéralement ses photons foncer vers lui à la vitesse de la lumière, avec une fréquence dramatiquement décalée vers le bleu. De son point de vue subjectif, le bain micro-ondes relaxant se transforme instantanément en un barrage terrifiant de rayons gamma hyperénergétiques et mortels. L'espace intergalactique tout entier se transforme ainsi en un champ de mine quantique impénétrable pour les particules de très haute énergie. Chaque centimètre cube de l'univers contient environ 400 de ces photons fossiles. Lorsqu'un proton ultra-énergétique comme Amaterasu fonce à travers ce brouillard épais de photons, la collision devient statistiquement et mathématiquement inévitable. L'impact entre le proton voyageur et un simple photon du fond diffus cosmique est d'une violence phénoménale. Selon l'équation la plus célèbre de la physique, E égale mc², l'énergie pure libérée par cette collision cataclysmique
est immédiatement converti en matière solide. La collision engendre subitement de nouvelles particules éphémères, principalement des pions neutres et chargés, un phénomène que les physiciens nomment avec respect la production de photopions. Ce processus de création de matière ex nihilo a un prix thermodynamique exorbitant. Pour créer ces fameux pions, le proton original doit sacrifier une part colossale de sa propre énergie cinétique. À chaque violente collision avec le fond diffus, le proton perd environ 20% de sa puissance totale. Il est littéralement freiné, érodé et dépouillé de son énergie primordiale par la lumière même de la naissance de l'univers. Le proton a beau être incroyablement massif et rapide, il ne peut absolument pas lutter contre l'attrition constante imposée par le cosmos. C'est ce mécanisme d'érosion quantique implacable qui définit avec une précision mortelle l'horizon GZK, la règle de la fin du temps. Les équations démontrent irréfutablement que peu importe l'énergie initiale d'un proton lorsqu'il est expulsé par son quasar ou son trou noir d'origine. S'il parcourt une distance supérieure à 160 millions d'années-lumière ou 50 mégaparsecs, les collisions répétées avec le fond diffus cosmologique réduiront systématiquement et obligatoirement son énergie en dessous du seuil fatidique des 50 hexaélectronvolts. C'est une loi de la nature aussi stricte et inviolable que la gravité elle-même. 160 millions d'années-lumière, c'est l'horizon de survie ultime. Au-delà de cette frontière, tout rayon cosmique ultra-énergétique est mathématiquement condamné à perdre sa couronne et à rétrograder vers une énergie plus basse. Revenons maintenant, avec toute la froideur de la logique scientifique, au cas spécifique d'Amaterasu. Notre détecteur dans l'Utah a formellement mesuré l'impact avec une énergie effarante de 244 hexaélectronvolts. Ce chiffre brut et inaltérable détruit instantanément toute tentative d'explication par une source très lointaine. Puisque la particule a conservé une énergie aussi titanesque au moment précis où elle a percuté notre atmosphère terrestre, il est absolument et catégoriquement impossible qu'elle ait voyagé sur une distance supérieure à l'horizon GZK. Elle doit, par obligation physique, gravitationnelle et quantique, provenir de notre voisinage cosmique immédiat. Elle a dû naître, grandir et être expulsée depuis une source mystérieuse située à l'intérieur de notre propre sphère locale de 160 millions d'années-lumière. Et c'est ici que le paradoxe central de cette particule prend sa forme finale, écrasante et désespérante. Les astronomes connaissent parfaitement notre voisinage cosmique. L'espace situé dans un rayon de 160 millions d'années-lumière autour de la Voie lactée a été cartographié, scruté, radiographié et analysé avec une précision chirurgicale depuis plus de 50 ans. Nous connaissons chaque amas de galaxies, chaque groupe galactique majeur, et nous savons pertinemment qu'il n'y a absolument aucun trou noir supermassif hyperactif crachant des jets relativistes dans cette zone précise. Il n'y a aucun quasar hurleur. Et lorsque l'on trace la ligne d'origine de la particule à l'intérieur de cette zone restreinte, on tombe, irrémédiablement et désespérément, sur le vide local. L'astrophysique moderne se retrouve donc prise en tenaille entre deux impossibilités monumentales, créant un carrefour théorique sans issue. Option A, la particule provient d'une source extraordinairement lointaine, au-delà de l'horizon GZK. Si c'est le cas, cela signifie brutalement que le mécanisme de perte d'énergie par production de photopions n'a pas fonctionné. Si ce mécanisme n'a pas fonctionné,
c'est que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein est fondamentalement incomplète et que les règles qui régissent l'interaction quantique entre la matière et la lumière à très haute énergie sont fausses. C'est l'effondrement pur et simple du modèle standard de la physique des particules. Option B, les lois de la relativité et de la mécanique quantique sont parfaitement exactes et l'horizon GZK est bien réel. Dans ce cas, Amaterasu provient obligatoirement et logiquement de notre environnement cosmique local immédiat, c'est-à-dire directement de l'intérieur du vide local. Mais puisque le vide local ne contient rigoureusement aucune galaxie capable d'abriter un accélérateur cosmique naturel de cette envergure colossale, cela signifie que notre compréhension de la structure même de l'univers, de la matière invisible et de l'astronomie de base est dramatiquement lacunaire. Nous serions structurellement aveugles à un monstre astronomique de la taille d'une galaxie qui se cache littéralement dans notre propre arrière-cour spatial, ce qui remet en question la validité de toutes nos décennies d'observation au télescope. Quel que soit le chemin que les scientifiques tentent d'emprunter pour résoudre ce casse-tête infernal, ils sont forcés de sacrifier une part fondamentale de la science moderne. Soit l'univers est rempli de monstres invisibles que nous ne pouvons ni concevoir ni détecter, soit les mathématiques qui soutiennent notre civilisation technologique sont brisées. Amaterasu n'est plus seulement une anomalie statistique sur un graphique d'ordinateur. Elle est devenue un véritable cheval de Troie, intellectuel, une particule chargée d'une énergie impossible, envoyée pour détruire méthodiquement les certitudes de la physique contemporaine. Chaque tentative d'explication s'enlise dans des contradictions mathématiques insolubles, et les théoriciens se retrouvent acculés dans une impasse sans précédent. Cependant, alors que les théoriciens du monde entier désespéraient de trouver une solution rationnelle à ce cul-de-sac académique, la véritable ampleur macroscopique de la menace a commencé à se dessiner lentement sur les écrans radars. La portée de ce cauchemar conceptuel ne prend tout son sens qu'à une seule condition, comprendre définitivement que nous ne sommes absolument pas face à un événement isolé. L'esprit humain a une forte tendance à marginaliser ce qu'il ne comprend pas. Face à une anomalie aussi écrasante qu'Amaterasu, la tentation initiale de la communauté scientifique aurait pu être de crier à l'erreur instrumentale banale, un capteur défectueux ou un bug informatique. C'est la réaction de défense naturelle de la science classique. Si une observation brise les lois fondamentales, c'est qu'elle doit être fausse. Mais cet échappatoire nous est catégoriquement refusé. Pourquoi ? Parce que l'histoire s'était déjà produite. 32 ans avant Amaterasu, un événement étrangement similaire avait déjà frappé notre planète. Nous devons remonter au 15 octobre 1991. Dans ce même désert de l'Utah, le détecteur Fly's Eye enregistrait l'impact de la particule la plus puissante jamais documentée dans l'histoire de la science. Les chercheurs ont mesuré son incroyable énergie cinétique à 320 hexaélectronvolts. Les courbes de données étaient tellement anormales que les physiciens stupéfaits l'ont baptisée la particule Oh my God. Elle dépassait allègrement la rigide limite GZK, pulvérisant la règle de l'horizon cosmique. Et, détail particulièrement troublant, lorsque les astronomes ont retracé sa trajectoire, elle pointait irrémédiablement vers une région vide de l'espace profond, dépourvue du moindre moteur cosmique. Pendant 3 décennies consécutives, la mythique particule Oh my God a été prudemment considérée par le puissant establishment scientifique mondial comme le mouton noir honteux de l'astrophysique des particules. De très nombreux théoriciens éminents, respectés et lauréats de prestigieux prix ont secrètement et ardemment espéré
qu'il s'agissait simplement là d'une formidable erreur de mesure isolée, d'un mirage statistique miraculeux et malchanceux qui ne se reproduirait absolument plus jamais dans le futur. On a donc soigneusement, silencieusement et poliment rangé cette insupportable anomalie colossale dans le fond obscur d'un tiroir métaphorique fermé à clé. Tout simplement parce qu'elle était intellectuellement et académiquement beaucoup trop dangereuse pour être affrontée directement de face sans risquer de ruiner des carrières entières basées sur le modèle standard de la physique. Mais l'arrivée fracassante d'Amaterasu en 2021 a rouvert ce tiroir fermé à double tour. Amaterasu a prouvé que l'événement « Oh my God » n'était pas une erreur. Ces deux monstres subatomiques forment désormais un modèle statistique récurrent et en réalité secrètement rempli de structures massives, totalement invisibles à l'œil nu. Pour visualiser pleinement et intuitivement ce concept fondamentalement déroutant, imaginez-vous naviguer très prudemment en pleine mer, sur un petit bateau de pêche, lors d'une nuit sans lune, d'une noirceur totale et absolue. Autour de vous, la seule et unique chose que vous pouvez vaguement distinguer, c'est la très fine écume blanche et faiblement brillante formée par la crête des petites vagues à la surface de l'eau salée. Cette écume lumineuse et familière représente symboliquement nos galaxies et nos étoiles visibles. Pendant de très longues heures, vous naviguez calmement et en toute sécurité en évitant soigneusement les lointaines zones d'écume. Puis, soudainement, et sans le moindre avertissement sonore, une énorme vague destructrice d'une force inouïe surgit de nulle part et frappe brutalement la coque fragile de votre navire. Cette puissante vague ne portait absolument aucune écume lumineuse pour vous prévenir de son approche. Elle a en réalité été provoquée par le déplacement massif et puissant d'un gigantesque sous-marin militaire noir, muet et totalement éteint, glissant furtivement et très rapidement juste sous la surface de l'eau sombre. Notre univers fonctionne peut-être exactement de la même manière trompeuse. Le grand vide local, que nous pensions tous être un vaste océan cosmique, calme et stérile, est peut-être en réalité une immense fosse abyssale grouillant d'imposants monstres invisibles, faits de pure matière noire, évoluant silencieusement sous la surface de notre réalité lumineuse, et qui ne se trahissent fugacement qu'à l'instant très précis où leurs violentes vagues d'énergie finissent par percuter de plein fouet notre petite planète bleue. Cette hypothèse vertigineuse ouvre instantanément la boîte de Pandore et libère un lourd torrent de questions existentielles dérangeantes. Si l'obscure matière noire qui enveloppe mystérieusement notre galaxie est capable d'engendrer spontanément des projectiles cosmiques dotés de 244 hexaélectronvolts d'énergie, de quoi d'autre est-elle capable dans le secret des ténèbres? Existe-t-il, tapi dans l'ombre glaciale, un mécanisme invisible encore plus puissant, prêt à s'éveiller? Les particules Oh my God et Amaterasu ne sont peut-être que les faibles étincelles précurseurs d'un orage quantique beaucoup plus vaste. Si ces monstres subatomiques peuvent détruire notre compréhension de l'espace et du temps, qu'arrivera-t-il le jour où une particule 10 ou 100 fois plus massive frappera notre atmosphère? Sommes-nous simplement les spectateurs aveugles d'un profond bouleversement cosmique invisible dont nous ne saisissons ni les règles cachées, ni les enjeux grandioses? Chaque fois que les scientifiques du CERN parviennent à repousser les limites de l'énergie subatomique dans leur laboratoire souterrain, la nature semble se faire un malin plaisir de leur répondre depuis le ciel, en leur balançant au visage un objet astronomique tellement absurde qu'il ridiculise des décennies d'ingénierie humaine.
Le mystère d'Amaterasu n'est décidément pas simplement un défi intellectuel abstrait réservé à une élite universitaire. Il est une mise en garde sévère, un avertissement clair et brutal envoyé par le cosmos. Si le lointain vide local n'est finalement pas vide du tout, alors le paisible univers prévisible et mathématique que nous pensions tous connaître, si bien n'est peut-être qu'une simple illusion rassurante, destinée à masquer une réalité beaucoup plus féroce. Oui, la véritable portée de ce cauchemar conceptuel ne prend tout son sens qu'à une seule condition: accepter humblement notre absolue vulnérabilité face à l'infini. Lorsque nous avons commencé cette exploration ensemble, il y a quelques instants, nous avons délibérément posé les fondations existentielles de notre réalité quotidienne. Nous avons rappelé que notre planète bleue flotte silencieusement dans le vide glacé, tournant obstinément autour d'une étoile moyenne, complètement isolée dans la vaste périphérie d'une galaxie spirale ordinaire. Pendant très longtemps, cette apparente banalité astronomique nous a procuré un profond sentiment de sécurité, une douce illusion de tranquillité cosmique. L'humanité entière s'était confortablement convaincue que la grande violence de l'univers primitif était très loin de nous, sagement confinée aux lointains quasars hurlants et aux gigantesques trous noirs supermassifs situés à des milliards d'années-lumière. Nous pensions naïvement, aveuglés par notre propre succès technologique, que les règles du grand jeu cosmique étaient définitivement fixées, que la majestueuse physique d'Albert Einstein était le mot de la fin, et que notre mince bouclier atmosphérique terrestre était largement suffisant pour nous protéger des grandes tempêtes quantiques de l'espace profond. Mais la foudroyante particule d'Amaterasu est venue balayer toutes ces rassurantes certitudes avec une violence inouïe. Oh Watcher, elle nous a violemment rappelé la réponse inéluctable aux grandes questions fondamentales posées au tout début de notre réflexion, lorsque nous cherchions à découvrir ce qu'est réellement la particule d'Amaterasu et pourquoi elle transporte une énergie des millions de fois supérieure à celle du CERN, violant les lois mêmes de notre univers. Pourquoi sommes-nous constamment bombardés par des objets invisibles lors de notre grand voyage spatial? D'où viennent exactement ces particules impossibles alors qu'il n'y a absolument aucun moteur cosmique apparent dans notre voisinage galactique immédiat? La véritable réponse à ces deux mystères vertigineux est probablement la plus terrifiante de toutes. L'univers n'est ni vide ni pacifique, ni entièrement modélisable par nos orgueilleuses équations mathématiques actuelles. Il est un océan sombre et insondable, grouillant d'énergie primordiale et de structures gravitationnelles invisibles que nous commençons à peine à entrevoir à travers l'épaisse brume quantique. Les monstres balistiques comme Amaterasu ou son légendaire prédécesseur Oh My God proviennent très directement de l'immense angle mort de notre propre science moderne. Ils surgissent majestueusement et froidement des failles conceptuelles béantes de notre sacro-saint modèle standard, de la physique des particules. En fin de compte, l'importance historique et philosophique d'Amaterasu ne réside pas uniquement dans le chiffre brut et effarant de son énergie cinétique, ni dans la complexité technologique ahurissante des immenses détecteurs nécessaires pour la capter. Son véritable héritage, c'est la très profonde et douloureuse leçon d'humilité qu'elle inflige magistralement à l'humanité entière. Elle nous prouve de manière empirique et indiscutable que la majestueuse cathédrale de la science moderne n'est pas encore achevée. Elle n'est, en réalité, qu'un simple échafaudage fragile, temporairement posé sur l'immensité de l'inconnu. Il existe encore, même à l'aube du XXIe siècle, des phénomènes d'une brutalité si colossale, opérant secrètement selon des mécanismes quantiques
si exotique que même les esprits humains les plus brillants de notre époque sont cruellement réduits à contempler les données sur leurs écrans d'ordinateur, avec un étrange mélange de crainte révérentielle et de totale incompréhension mathématique. Chaque soir, lorsque vous lèverez désormais les yeux vers la douce voûte étoilée scintillante, ne regardez plus seulement les paisibles points lumineux familiers qui ornent notre galaxie. Regardez, surtout, avec une attention renouvelée, les très vastes zones de noirceur insondable. Le vide, froid et absolu qui s'étend entre les constellations de notre ciel nocturne. Souvenez-vous avec un profond respect que c'est très précisément de cette obscurité glaciale, du silence abyssal et oppressant du grand vide local, que les véritables maîtres énergétiques invisibles de notre univers continuent de tirer impitoyablement à balles réelles, transperçant notre atmosphère sans le moindre bruit. Et nous ne sommes, en définitive, que de fragiles passagers éphémères voyageant aveuglément sur un minuscule grain de roche et de poussière planétaire, ballottés sans défense au beau milieu d'un grand feu croisé cosmique éternel dont nous ne faisons que tout juste commencer à percevoir l'effrayante symphonie. Alors que le silence glacial et oppressant du vide local retombe lourdement sur nous, il est temps de refermer ce dossier cosmique. Le mystère balistique de la particule d'Amaterasu prouve sans équivoque que nous avons encore tant de choses à apprendre des ténèbres intergalactiques. Si notre planète bleue n'est finalement qu'un fragile bouclier de verre sous un orage quantique destructeur, comment pouvons-nous espérer survivre à long terme dans un environnement stellaire aussi hostile? La réponse se trouve peut-être dans l'ingénierie de survie la plus extrême jamais conçue par l'esprit humain. Dans notre toute prochaine vidéo, nous explorerons ensemble un concept vertigineux, né de la nécessité